Bonjour et bienvenue dans cette formation C Sharp 6.0 dans le cadre de la plateforme Alform. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctionnalités introduites par C Sharp 2.0. Dans cette partie 1, nous allons découvrir les types génériques. Les types génériques sont des types qui permettent d'attarder la spécification des types tels que les propriétés, les indexeurs, ainsi que les champs. Les arguments et types de retour des méthodes et les arguments au niveau des constructeurs, les éléments au niveau d'une collection, ou encore les définitions des classes, des interfaces, des delegates et des structures. Au moment de l'appel, le compilateur génère du code pour gérer le type de données spécifique. Voici à présent un exemple d'utilisation des types génériques. Nous avons ici la définition de la classe Alform qui utilise un type générique T. Ce même type T pourra être utilisé pour définir un champ privé formation. Nous pouvons aussi utiliser ce type générique au niveau de l'argument utilisé au niveau du constructeur de la même classe, à savoir Alform. Nous pouvons aussi l'utiliser en tant que type de propriété, tel qu'il est le cas pour notre indexeur ici. D'autre part, nous pouvons l'utiliser en tant que type de retour pour une méthode, tel qu'est le cas pour getListInformation. Nous remarquons ici l'utilisation du mot-clé where, qui représente une contrainte qui permet de préciser que le type U, bien évidemment, soit de type IEnumerableT et il doit être instanciable. Les avantages d'utilisation des génériques dans le code sont principalement la réutilisation du code, c'est-à-dire une seule méthode qui traite plusieurs logiques qui dépendent du type utilisé, tel qu'est le cas ici, c'est le type T. Donc pour faire la somme de deux chaînes de caractères, cela diffère de la somme de deux entiers ou encore de deux types complexes ou encore des matrices ou encore de deux matrices. Pour cela, nous allons voir ça via un exemple. Pour cela, nous allons lancer une instance Visual Studio. J'ai déjà développé deux structures qui représentent respectivement le type complexe et le type matrice. Si nous essayons d'introduire brièvement ces deux types, donc le type complexe représente deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire. Nous avons défini un constructeur qui reçoit les deux valeurs, respectivement la valeur réelle et la valeur imaginaire. Nous avons réécrit la méthode toString pour représenter notre type complexe au niveau de l'affichage. De même pour la structure matrice, nous avons ajouté un constructeur qui reçoit les dimensions de la matrice, ainsi qu'un indexeur pour recevoir les valeurs des éléments de la matrice. Nous avons aussi réécrit la méthode toString pour représenter notre matrice au niveau de l'affichage ou au moment de l'affichage. Avant l'existence des génériques, nous étions obligés d'écrire deux méthodes séparées pour traiter séparément ces deux types. Donc, pour le type complexe, nous allons préciser ou nous avons déjà défini une méthode static private complex, somme complexe. Elle reçoit un argument de type params, c'est-à-dire
un nombre indéfini ou encore défini au moment de l'appel de la méthode, elle va recevoir des nombres complexes qui seront ajoutés selon cette logique qui se trouve au niveau du bloc d'instruction de la méthode. Même chose pour la matrice ou le type matrice. Nous allons recevoir un tableau de type donc matrice ici et faire les opérations d'addition au niveau du bloc de cette méthode et retourner la matrice résultante à la fin de la sommation. Donc avant l'apparition des génériques, c'était comme ça. Maintenant, avec l'apparition des génériques, il est possible de créer une seule méthode qui traite les deux types à la fois, malgré la différence logique du traitement de ces deux types. Donc, voici à présent notre méthode générique. D'ailleurs, elle utilise déjà donc, le type générique T. Nous allons remplacer le keyword ou le mot-clé dynamique par objet pour respecter le fait que nous utilisons C# 2.0 et non pas C# 4.0. Ici, nous testons contre entité. Si le type entité est matrice ou un tableau de matrice, dans ce cas-là, nous allons invoquer la somme matrice pour faire l'addition des matrices entrées au niveau de l'argument ici, bien évidemment. Si les arguments entrés ici sont de type complexe, alors en ce moment, nous allons invoquer la somme complexe. Bien évidemment, nous pouvons substituer cette méthode par les deux logiques qui se trouvent au niveau de ces deux méthodes. Autrement, si les éléments ne sont ni matrices ni complexes, dans ce cas-là, nous allons lancer une Invalid Operation Exception pour informer l'utilisateur que les objets entrés au niveau des arguments ne sont pas conformes. Si nous essayons à présent de tester notre code, pour cela, j'ai déjà créé un code snippet pour des raisons de test. Alors, au niveau de la méthode de main, j'ai défini la matrice matrice-1. Cette matrice est de dimension 2 et un nombre complexe qui se nomme donc qui a comme nom complexe. Il a comme partie réelle 1 et partie imaginaire 1. Donc à présent, nous allons tester ou invoquer notre méthode de somme qui va faire la somme de matrice 1 3 fois, bien évidemment, la triple somme pour des raisons de simplification du code. Nous pouvons créer en tant que matrice à ce niveau-là, mais pour simplifier le code, nous allons faire une triple sommation de la matrice 1. Donc nous allons évoquer cette méthode de générique en précisant le type générique utilisé ici. Nous allons faire un casting ou un cast parce que l'objet retourné de la méthode de somme est de type object. Donc dans ce cas, nous allons faire le casting et assigner la valeur de retour de somme dans la variable locale résultat, qui est de type matrice, bien évidemment. Nous pouvons tester à présent le code pour voir ce qui se passe. Alors, le résultat est la matrice de dimension 2, toujours. Elle a comme valeur 3, 3, 3, 3, c'est-à-dire la triple sommation 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc pour tous les éléments qui concernent, pour tous les éléments, nous aurons donc le nombre 3.
Essayons à nouveau de tester cette même méthode pour le nombre ou pour les nombres complexes. Donc nous changeons le décor un peu. Ça sera donc complexe ici, complexe là, comme type générique. Et bien évidemment, nous devons recevoir le retour dans la variable résultat qui sera complexe, bien évidemment. Nous allons ici changer les arguments. Je vais faire la même chose et faire une triple addition de cet élément-là, complexe. Nous allons ajouter un breakpoint au niveau de console read et click start pour qu'on puisse exécuter le code. Et voilà, notre résultat, c'est 3 plus i, 3, c'est-à-dire une triple addition du complexe, ou de la variable complexe. Donc, la somme t permet d'exécuter l'addition, ou de traiter l'addition de complexes et de matrices à la fois, malgré leurs différences. Le deuxième avantage des types génériques, c'est le fait d'avoir plus de contrôle sur les types d'éléments au niveau des listes et des collections, ou encore des méthodes à travers les contraintes where you, donc comme exemple là ici. Donc le deuxième avantage d'utilisation des types génériques, c'est le fait d'avoir plus de contrôle sur les types d'éléments au niveau des listes et des collections à travers les contraintes. Le deuxième avantage d'utilisation des types génériques, c'est le fait d'avoir plus de contrôle sur les types des éléments au niveau des collections et les méthodes à travers les contraintes where. Essayons de voir ça via donc la pratique. Essayons à présent de définir quelques classes pour notre cas. Ça sera une classe abstraite de type femelle, soi-disant. Cette classe-là va représenter une propriété, soi-disant, identifiant. Cette classe abstraite sera la classe de base pour d'autres classes, notamment la classe femme, qui va hériter de femelle. Donc cette classe femme qui va hériter de femelle, qui a un nom, par exemple, donc string nom, ok. Et finalement, je vais ajouter une troisième classe que je vais nommer ma mère et qui implémente ou encore qui hérite de femme ou de femelle, soi-disant, et implémente une interface qui s'appelle imère. Je vais donc générer mon interface ici, ça sera imère. Cette interface imère admet comme propriété une ArrayList
qui s'appelle enfant, parce qu'une mère peut avoir des enfants. Bien évidemment, nous retranchons le mot-clé public ou public parce qu'il s'agit d'une interface ici. Donc, essayons d'implémenter notre interface au niveau de ma mère. Si nous essayons à présent de définir une méthode, ça sera une méthode void traité par exemple. Cette méthode est générique. Elle va recevoir un argument de type T. Là, nous pouvons ajouter une contrainte pour que T soit du type imer. Alors, si nous essayons à présent d'instancier cet argument x, new, donc x ou en new t, pardon, nous aurons une erreur de compilation puisque nous n'avons pas précisé que le type est instanciable. Par conséquent, nous devons ajouter une contrainte ou la contrainte new pour éviter d'avoir cette erreur-là ou l'erreur précédente. D'autre part, si nous voulons invoquer la méthode traité, elle doit être statique pour qu'elle puisse être appelée au niveau de static void main. Donc ça sera marqué comme une méthode statique. Donc au niveau de traité, si nous essayons de traiter le type femme par exemple, là nous aurons une erreur. Bien évidemment, je vais ici brièvement, vite fait, créer une instance de type femme pour qu'elle puisse être utilisée en tant qu'argument au niveau du traité. Nous remarquons ici l'erreur de compilation qui nous indique que le type femme ne pourra pas être utilisé au niveau de la méthode traité parce qu'il n'implémente pas l'interface imer. Cependant, si j'utilise ma mère, ici, la classe ma mère, et bien évidemment, femme, ça sera donc ma mère, là, nous n'aurons plus de faute, puisque ma mère implémente déjà l'interface imer. Le troisième avantage des types génériques, c'est le fait d'être plus performants. C'est-à-dire les types génériques sont plus performants. Donc la performance sur le plan d'utilisation des listes. Le troisième avantage, c'est en fait la performance sur le plan d'utilisation des listes en évitant les opérations du unboxing faites à chaque itération pour le cas des listes non génériques. Retournons à Visual Studio pour voir ça. Essayons de faire le grand ménage ici. Alors, j'ai déjà préparé un bout de code pour l'illustration. Le code est simple. Il fait une comparaison de traitement de for each, c'est-à-dire une itération qui sera faite pour le cas des deux listes. Une liste donc non générique, c'est ArrayList, ça s'appelle liste 1, et liste générique du type int, c'est la liste 2. Ces deux listes traitent un tableau
de dimensions identiques, c'est 100 000. Donc, pour la première instance ou la liste 1, nous allons tester une itération où nous allons donc mesurer la durée d'itération à travers notre objet stopwatch qui fait partie du namespace System Diagnostics. Alors nous allons mesurer la durée d'exécution de ces itérations, pour la liste 1 et la liste 2. Donc essayons de cliquer Start pour lancer l'exécution. Et voilà, donc la différence de durée d'itération est de 3 millisecondes, c'est-à-dire ici la liste int est beaucoup plus performante et cela est à cause de l'opération de boxing unboxing. C'est-à-dire au niveau de l'ArrayList, nous sommes obligés de faire la conversion de l'élément ici pour qu'il soit converti en int parce que l'ArrayList n'accepte que des objets. Donc même si les objets reçus au niveau de l'ArrayList sont de type entier, ils seront donc encapsulés dans des types objets. Et ensuite, lorsqu'on veut les utiliser, nous devons les unboxer, nous devons faire une opération de unboxing, c'est-à-dire déballage de notre élément pour avoir l'entier. Tout ça va coûter du temps et notamment des ressources en termes de RAM et de CPU. Alors, ce qu'on a couvert au niveau de cette vidéo, c'est les types génériques. Au revoir et à la prochaine vidéo.